Je vous laisse maintenant, avant de recevoir le ministre, je laisse la parole à Guy Paquin, chef de projet du BIM, un gars qui est à l'avant-garde du BIM à la ski au gouvernement du Québec, qui a milité extrêmement fort pour moderniser l'industrie de la construction. Je vous demande de le recevoir chaleureusement. Guy Paquin. Presque. Oui. Ça. Merci. Ça. Ah oui, il faut que je quitte. Mais, non, mais tu peux rester proche parce qu'ils m'ont encore donné 2 minutes. Ah. La table 9 m'a testé un peu. Quand je commence à parler, il faut qu'il m'arrête parce que je suis trop enflammé, puis il y a tellement de choses à dire sur le BIM, sur la transformation de cette grande industrie. Donc, ce matin, je vous parlais d'un voyage, puis aujourd'hui, le sommet BIM, là, c'est vraiment un jalon, parce que moi, je peux me remémorer, puis Stéphane est allé aussi, quelques-uns dans la salle aussi étaient là en 2017 ou à peu près, puis la dynamique était, fallait expliquer qu'est-ce qui se passait dans d'autres pays pour dire, regarde, il faut qu'on avance un petit peu plus. Alors que maintenant, ben, on sent, vous l'avez vu, puis je l'ai mentionné tantôt, le panel qu'il y a eu d'associations, puis tout ce que vous avez fait là, dans les ateliers de co-construction. Rassurez-vous, là, parce que les résumés, c'est résumé, mais tout est ramassé. Puis pour nous, c'est une richesse incroyable d'avoir juste les préoccupations, puis tout ça, puis de s'en aller justement dans ce grand projet gouvernemental, de pouvoir s'en aller tout le monde ensemble. Donc, aujourd'hui, c'était un jalon, mais c'était comme dans ce grand voyage, dans le trajet, on est arrêté dans une ville, puis on a visité la ville en vitesse accélérée, en grand V aujourd'hui. Je vais vous dire, là, c'est un événement de fou qu'on a fait. Vous devez être fatigué mort, il est rendu 5 heures et quelques. On avait 62 intervenants, là, conférenciers, panélistes, tout ça. C'est des événements qui ont 62 animateurs, des événements qui ont 62 personnes. Puis on avait quand même 45 minutes de vidéos qui étaient vraiment tassées bien dur, les vidéos, là, puis avec des messages significatifs. Donc, tout ça, ben, c'était très dense. Donc, je vous remercie d'avoir cette grande volonté que vous avez été là de rester et puis intéressés. Certains d'entre vous étaient déjà convaincus ce matin, d'autres des curieux. J'espère que tout le monde va sortir et être des curieux dans la salle, sortir de la salle pour dire nous serons des ambassadeurs pour amener ça. Donc, ces préoccupations-là qui ont été soulevées, c'est une grande richesse. Puis je vous l'ai dit, aujourd'hui, je pense tantôt dans le panel, c'est unique au monde qu'est-ce qu'on fait, comme cette approche-là de mettre l'ensemble de l'industrie de la construction ensemble pour établir le trajet. La cible du voyage, on l'a, mais le trajet, on le fait ensemble. Alors, merci beaucoup. Merci aussi à tous les présentateurs, les conférenciers, les panélistes, parce qu'on leur a demandé de faire, je vous le dis, un peu une affaire de fou encore. Habituellement, les gens viennent faire des présentations d'une demi-heure. Là, on a dit, non, tu parles 10 minutes. Il dit, ben regarde, ça me tente moins d'y aller, 10 minutes. On a dit, non, quand tu vas venir ici, parler 10 minutes, tu vas parler à ta gang avec ton langage. Ce qu'on voulait, c'est que dans la salle, tout le monde, vous retrouviez au moins 2-3 personnes qui étaient de votre gang, qui vous disent, oui, c'est par là qu'on s'en va, mais on prend en compte les préoccupations. Donc, c'est ça qui est principalement aujourd'hui. Puis, bonne nouvelle, le ministre est arrivé, là, tu vas te laisser le présenter parce que tu as tous les détails. Mais non, tu es meilleur que moi. Je suis en train de rentrer dans mon 2 minutes. Aussi, tout ce qui a été fait, les présentations PowerPoint vont être accessibles à vous autres. On a vos courriels. Il y a des gens, les 2 événements Québec-Montréal étaient sold out, 700 personnes, 300 à Québec, 400 ici. Donc, il y a des gens qui étaient dans la liste d'attente. Donc, tous ceux qui étaient dans la liste d'attente, tous ceux qui se sont inscrits, qui étaient ici présents, vous allez recevoir un lien pour avoir les présentations PowerPoint, mais aussi, vous aurez le lien pour la captation de l'ensemble des conférences et les vidéos qui ont été présentées aussi.
Donc, on ne vous promet pas ça pour demain matin, parce que justement, il faut qu'on fasse un petit peu de segmentation, parce que ça va être un film de 7 heures, ça va être un petit peu intense, là. Alors, si vous voulez passer ça à vos gens dans vos équipes, à d'autres personnes, des bureaux d'ingénieurs, bureaux d'architectes, entrepreneurs généraux spécialisés, vous allez avoir des beaux outils pour diffuser ça, puis les embarquer dans cette transformation numérique qui est un changement de culture. Changement de culture, probablement que le ministre va le dire, je ne veux pas y enlever les mots de la bouche, mais ce n'est pas un changement de culture puis une transformation qui est pour le fun, mais c'est un changement pour qu'ensemble, on s'en aille vers une meilleure productivité, qu'on vienne toucher les aspects de main-d'œuvre, tout ça pour améliorer. Donc, je vais laisser la place à Stéphane. Et puis, merci à vous tous d'avoir fait cette journée intense. C'est un sprint marathon, en fait, d'une journée. Alors, merci. Alors, merci beaucoup, Guy, de tenir le flambeau depuis tant d'années pour moderniser l'industrie de la construction. Je vous présente notre dernier intervenant de la journée. Avocat ayant œuvré toute sa carrière en droit du travail, M. Jean Boulet a été une première fois élu député de Trois-Rivières en 2018. Il a été ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, puis concurremment ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour remplacer Mme Nadine Giraud. Depuis octobre 2018, il est ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, ministre responsable de la région du Nord du Québec, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. M. Boulet connaît bien le Québec du nord au sud et clairement d'est en ouest. M. Boulet s'est attelé, entre la nomination d'un conciliateur ou deux, à un mandat d'envergure qui cohabite fort bien avec nos visées, soit celui, par un autre chemin, de moderniser l'industrie de la construction. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci de la présentation. Merci à tout le monde de m'accueillir, Jean-François, Gauthier et à tous les participants de cette grande rencontre. Je vous avoue que le BIM, je ne connaissais pas ça véritablement, puis j'étais avec des collègues au Parlement hier, puis il y en a qui me demandaient qu'est-ce qu'était le BIM. Mais bon, évidemment, vous jouez un rôle essentiel au sein de la Société du Québec, puis on le sait, les besoins dans le secteur de la construction sont immenses. Les écoles, les hôpitaux, les maisons, les logements, il faut rénover, il faut refaire des infrastructures. Il y a énormément à faire. Puis vous le savez, dans le PQI, le Programme québécois des infrastructures de 2023 à 2033, on parle de 150 milliards de dollars pour répondre aux besoins qui sont grandissants un peu partout sur notre territoire. Puis la volonté du gouvernement d'implanter le concept de modélisation des données d'infrastructure, en anglais on dit le Building Information Management, qui se comprend bien aussi, et d'en faire une exigence pour la réalisation des projets d'infrastructure publique contribuera bien sûr à atteindre nos objectifs. La feuille de route gouvernementale pour la modélisation des données des infrastructures constitue un important vecteur de virage numérique de l'industrie dans sa globalité qui conduira à une véritable transformation des méthodes de travail. Mais déjà, il est possible de faire des gains de productivité qui, combinés au BIM, offriront à ce secteur névralgique les moyens de nos ambitions pour les années à venir, en permettant de planifier, gérer et exécuter les projets de façon plus efficace et économique. La modélisation des données de la construction est un virage essentiel. Maintenant, le secteur, vous le savez, on parle du caractère impératif de sa modernisation. On a été réélu le 3 octobre l'année dernière. Le premier ministre m'a confié ce mandat-là. Je consulte les partenaires, tant patronaux que syndicaux, les entrepreneurs, les travailleurs, les travailleuses. Et il ressent constamment deux défis incontournables, la main-d'œuvre, comme vous vous en doutez bien, et la productivité. Puis on a fait
quand même un certain nombre d'ateliers paritaires en utilisant des concepts qui m'apparaissent essentiels, la polyvalence, la formation, la mobilité, l'intégration de nouvelles technologies. Et ces concepts-là ont fait l'objet de discussions. Puis ce qui m'importait d'abord et avant tout, c'est d'identifier les irritants, puis de voir comment on pouvait les éliminer. Puis un des concepts qu'on avait aussi en tête au départ, c'est l'accès. L'accès d'un potentiel de capital humain nouveau pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre. Donc, je vais vous parler brièvement de ces concepts-là, mais d'abord, vous rappeler que la construction, c'est près de 7 du PIB québécois, c'est un emploi sur 15, c'est 210 millions d'heures travaillées en 2022, et les besoins, on les évalue à peu près 13 000 nouveaux travailleurs par année pour les 5 prochaines années. Donc, quand on parle d'augmenter la productivité, c'est un sujet qui est vraiment fondamental. Mais quand on parle de productivité, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus travailler les travailleurs. Il ne faut pas penser qu'on peut les surcharger, mais certainement de penser avec eux et elles comment on peut mieux le faire, se redéfinir, et c'est ça pour moi la modernisation. Actuellement, vous le savez, il y a 25 métiers réglementés. J'essaie de faire des comparaisons avec l'Ontario, d'autres provinces, et je lis beaucoup à l'échelle internationale comment les métiers sont organisés. Mais ici, c'est extrêmement encadré. Il y a beaucoup de règles de qualification, de règles limitant la mobilité, puis de règles aussi permettant l'accès de bassins de main-d'œuvre qui sont sous-représentés. Et donc, il faut penser en termes de flexibilité. Comment on peut être plus flexible? Ce n'est pas nécessairement de fusionner des métiers, mais de voir comment certaines activités pourraient être partagées d'un métier à l'autre. C'est ce qui va nous permettre de faire des gains importants. Souvenez-vous, la Sécu en a parlé beaucoup récemment, a fait faire une étude par des économistes externes qui concluaient que si on se base sur l'année 2022, la polyvalence, après avoir sondé 112 entrepreneurs de la construction, pourrait nous faire économiser à peu près 10 des heures. Si on pense aux 210 millions d'heures travaillées en 2022, c'est 21 millions d'heures économisées. Donc, c'est des délais plus courts et c'est des coûts amoindris. Et eux référaient aussi dans leur conclusion que ça représentait l'équivalent d'une possibilité de construire 25 nouvelles écoles additionnelles. Donc, c'est certain que dans le projet de loi qui m'intéresse, c'est-à-dire sur la loi R20 que vous connaissez, les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre, on va s'intéresser à la polyvalence, mais de façon respectueuse aussi des travailleurs et travailleuses. Il ne faut pas diminuer la qualité des bâtiments, des infrastructures. Il ne faut pas non plus mettre en danger la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses. La formation, bien, vous avez vu que récemment, on a lancé une vaste offensive en formation dans certains métiers qu'on avait identifiés comme étant plus en déficit. Charpentier-menuisier, frigoriste, ferblantier, opérateur de pelle et d'équipements lourds. On avait comme objectif 4 à 5 000 personnes à former avec une attestation d'études professionnelles. Comme vous savez, dans le secteur, il y a un règlement qui prévoit que ça prend absolument un DEP et que l'AEP n'est pas suffisant. Sauf que dans ces 5 métiers-là, il y a de 55 à 89 des personnes qui accèdent au secteur de la construction par la voie de ce que vous appelez les bassins, donc sans nécessité de formation préalable. Donc, avec une attestation d'études professionnelles, on s'assure de transférer les compétences essentielles. Il y a des cours en santé et sécurité du travail et ça va accroître considérablement le bassin de main-d'œuvre parce que c'est des formations qui vont durer de 4 à 6 mois. Il y a un incitatif financier, 750 $ par semaine.
et ça interpelle les personnes qui ne sont pas en emploi ou qui ont besoin de se réorienter ou de se requalifier. Et on ne veut pas vider les DEP parce que pour les métiers d'électricien et en plomberie, en chauffage, on a une bourse à la diplomation qui permet d'éviter la cannibalisation entre le DEP et l'AEP. Et à ce jour, assez étonnamment, on a à peu près 32 000 personnes qui ont levé la main, qui remplissent les formulaires d'inscription. Évidemment, ce n'est pas toutes des personnes qui répondent aux conditions d'admissibilité, mais ça connaît un succès phénoménal, bien au-delà de nos attentes. L'accès à l'industrie, c'est un sujet qui m'est cher parce que l'accès, il est compliqué. Pour les travailleurs, peu importe leur secteur actuel d'activité, on n'est jamais capable de comprendre comment on peut aller travailler dans un chantier de construction. Imaginez-vous, pour certains potentiels un peu plus éloignés. Puis je réfère aux femmes, aux personnes immigrantes, aux minorités visibles, puis les personnes issues des Premières Nations et Inuits. Et on a une planification stratégique pour les prochaines années avec la Commission de la construction du Québec. On veut assouplir nos normes et pratiques pour avoir une industrie qui est beaucoup plus inclusive et beaucoup plus diversifiée. C'est des milliers de personnes. Si je pense aux femmes, souvent je pose la question, qu'est-ce que vous pensez du pourcentage de représentativité des femmes dans le secteur de la construction? Actuellement, c'est 3,65 %. Je me compare avec le reste du Canada. Il n'y a pas tant d'écart, mais il y a du travail à accomplir. Dans le reste du Canada, c'est à 4,46 %. Mais il y a un certain nombre d'années, on était à 1,3 %. On a mis un programme d'accès à l'égalité pour les femmes et là, c'est en augmentation et on a un objectif d'atteindre 4 % l'année prochaine. Puis la rétention, au-delà du recrutement, la rétention est importante parce que la rétention, on réalise que 53 % des femmes quittent le secteur de la construction dans les premières années, alors que ce n'est que 32 % des hommes qui quittent. Et la formation est certainement un corridor intéressant parce que plus les personnes sont formées, plus elles ont tendance à demeurer dans un secteur particulier. Donc, vous allez aussi réaliser que dans le projet de réforme de la loi R20, on va s'intéresser aussi à l'accès des femmes dans le secteur. Les Premières Nations et Inuits, il y a des régions au Québec où il y a une disponibilité bien importante de gens issus des Premières Nations qui n'attendent qu'à intégrer pas que le secteur de la construction, mais aussi le secteur de la construction. En 2022, il ne représentait que 0,75 % de notre main-d'œuvre. Dans le reste du Canada, c'est 4 %. Évidemment, les compositions démographiques peuvent varier d'une province à l'autre, mais c'est quand même un écart qui est considérable. Et on va faire un plan similaire, donc un programme d'accès à l'égalité pour les personnes issues des Premières Nations. Les personnes issues de l'immigration, bon, souvent, je me fais dire, il y a un charpentier menuisier qui arrive de la Tunisie ou une peintre qui arrive de la Colombie, puis ils ne sont jamais capables d'intégrer notre secteur. Je suis allé au CACI à quelques reprises à Montréal, qui voit l'accueil puis l'accompagnement des personnes immigrantes qui arrivent au Québec, jamais sont capables de venir dans notre secteur. Le pourcentage de représentativité au Québec, 6,9 %. Dans le reste du Canada, 20,2 %. Encore une fois, la composition démographique peut varier, mais il y a un écart à combler qui est considérable et ça doit aussi nous intéresser. Les minorités visibles. Je suis allé à une activité la semaine passée qui soulignait l'excellence entrepreneuriale au sein des personnes issues des minorités visibles. C'est triste de constater qu'ils ne représentent que 4,1 % de notre main-d'œuvre, 13,1 % dans le reste du Canada. Donc, des efforts additionnels pour attirer,
retenir ces ressources-là et ça va passer beaucoup par la souplesse dans l'application de nos programmes de reconnaissance des acquis, des compétences et des diplômes qui proviennent de pays étrangers. On a fait un groupe stratégique, le ministère de l'Immigration, la Commission de la construction du Québec, ont fait des missions de recrutement international qui sont dédiées à la construction. Il y a un projet pilote qu'on a déjà mis en place. 6 entreprises font partie de ce projet pilote. 37 personnes ont été recrutées et elles auront un certificat de compétences apprenties ou un certificat occupation certainement dans les prochains mois. Et je ne veux pas qu'on se limite à ce projet pilote-là. Il y a des missions de recrutement international qu'on est en train de planifier en coopération avec le MIFI et je souhaite que ça puisse donner des résultats intéressants. Donc, il faut avoir une vision de l'avenir au-delà de la redéfinition à laquelle je référais en début de présentation. Il faut répondre à nos besoins émergents québécois en matière d'infrastructure, puis en optant évidemment pour une démarche comme le BIM qui facilite, puis vous avez dû le constater aujourd'hui, partage d'informations, diversité des collaborateurs. On va simplifier la communication, l'échange, la gestion des données tout au long d'un cycle de vie d'un ouvrage. Moi, je trouve ça fascinant. Je pense que ça va nous permettre aussi, vous le savez mieux que moi, d'optimiser les processus de conception, réalisation, exploitation. Ça va contribuer à diminuer les erreurs et les omissions. Donc, votre participation à ce sommet, moi, je le louange. C'est une occasion inestimable pour tous les acteurs de l'industrie, notamment les donneurs d'ouvrages, de se faire entendre, d'échanger et de permettre au BIM ou à BIM de rayonner et de se faire connaître et de réaliser ultimement la compatibilité entre les objectifs gouvernementaux, les besoins de la société québécoise et ce que vous pouvez faire pour y contribuer. En 2026, d'ailleurs, on estime que ce sera 249 projets d'infrastructures publiques qui seront en cours et ou démarrés en BIM. D'ici cette date, d'autres donneurs d'ouvrages publics s'ajouteront, ce qui contribuera aussi à accroître le nombre de projets publics réalisés en BIM. Alors, merci beaucoup. Félicitations pour votre participation, votre audace, votre volonté d'innover. Et c'est comme ça que le Québec, tout le monde ensemble, tous ceux qui ont un intérêt commun, vont permettre au Québec de se distinguer et de réussir. Merci et bonne fin de journée.